Bienvenue à tout le monde. Nous allons commencer. Cher Monsieur le député Marc Angel, chers représentants de la Commission européenne, chers experts du Centre européen des consommateurs, chers participants, je vous souhaite à vous tous la bienvenue à notre webinaire Voyager en temps de coronavirus. Ce webinaire est organisé dans le cadre du cycle des conférences Les Midis du consommateur européen, qui est organisé par la représentation de la Commission européenne à Luxembourg, représentée par Madame Backes, par le Bureau de liaison du Parlement européen au Luxembourg, représenté par Monsieur Christoph Schröder, et le Centre européen des consommateurs, représenté par moi-même et mes collègues. Ça me donne l'occasion de me présenter. Je suis Karine Bazenach, la directrice du Centre européen des consommateurs au Luxembourg, et j'ai le plaisir de vous souhaiter encore une fois la bienvenue aussi au nom de nos co-organisateurs, Madame Backes et Monsieur Schröder. Et aujourd'hui, je suis votre modératrice. C'est la première fois d'ailleurs que nous organisons un midi sous forme de webinaire. Et je pense le nombre important des inscriptions nous montre à quel point le sujet intéresse, et je le pense nous tous. Vols annulés, hôtels fermés, déplacements non autorisés. La pandémie mondiale du Covid-19 a engendré une situation chaotique pour les voyageurs du monde entier. Pris dans le tourbillon de cette épidémie, les consommateurs voyageurs peuvent-ils espérer que leurs droits soient protégés? Cette question sera abordée aujourd'hui par nos intervenants à propos de 4 catégories: annulation des vols, annulation des voyages à forfait, annulation des hôtels et annulation des événements. Ce midi, aujourd'hui, est surtout organisé pour vous, chers participants, et vous auriez la possibilité de poser vos questions. Et vous auriez la possibilité de poser vos questions après chaque intervention. Comment faire pour poser une question? Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez, d'une part, lever votre main digitale. Vous avez un bouton, vous levez votre main digitale et après, on va vous céder je vous cède la parole et notre technique va libérer le ton et la vidéo. Ou vous écrivez votre question dans le chat du Zoom. Vous pouvez poser vos questions en français, en anglais, en allemand ou en luxembourgeois. Sie können also Ihre Fragen auch auf Deutsch stellen. You can ask your question in English and auch auf Lützeburg. C'est d'ailleurs l'occasion, je voudrais également remercier celui qui, d'un point de vue technique, a rendu possible que ce webinaire aujourd'hui peut avoir lieu. Et je tiens à remercier M. Marc Oyush du Parlement européen, qui est notre maître de la technique aujourd'hui, et ainsi qu'à ses collègues qui sont à son côté. Avant de commencer, je voudrais poser une petite question à Monsieur le député Angel. Monsieur Angel, vous allez prendre la parole encore après, mais néanmoins, je voulais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes peut-être vous-même concerné par une annulation de voyage ou annulation événement, et de ce fait, vous êtes tout impatient d'entendre les explications de nos experts? Monsieur Angel? Merci pour cette question. Oui, personnellement, je suis concerné. D'abord, on a 2 mariages dans ma famille. Le mariage de mon frère, qui était déjà en mars, tout a été annulé. Le mariage de ma nièce qui vit en Californie, en août, qui va probablement être annulé. Et moi-même, j'ai dû annuler 2 voyages. Mais bon, je suis dans l'heureuse situation de ne pas avoir des problèmes parce que mon salaire continue à être payé, parce que je continue à travailler. J'ai la chance de pouvoir continuer à travailler. Donc, moi, je peux bien vivre avec un voucher. Mais je comprends bien entendu ceux qui ont tout perdu et qui ont besoin de tout leur argent. Mais en ce qui me concerne, les vouchers, donc les bons à valoir, me conviennent très bien. Merci, Monsieur le député européen. Là, on touche directement au sujet. Et je propose qu'on commence
Et merci beaucoup. Alors, je vous invite maintenant, chers intervenants, chers participants, de suivre notre première présentation à propos des annulations des vols. Le sujet est présenté par notre expert juriste du Centre européen des consommateurs Luxembourg, M. Cédric Arnasalon. Et la présentation de Cédric sera suivie par une intervention de la part de M. Olivier Waldner de la Commission européenne. La présentation de Cédric durera maximum 5 minutes et j'invite Cédric de commencer. S'il te plaît, Cédric. Oui, merci Karine. On va essayer de tenir dans les 5 minutes, comme tu le dis. Alors, moi, pour ma présentation, j'ai choisi 2 questions qui reviennent de façon systématique en ce moment. Des questions posées par les consommateurs. Et je vais vous montrer ça sur un slide. Bon, techniquement, le partage d'écran ne fonctionne pas, c'est pas grave. Je vais encore essayer une fois. Très bien. Donc voilà. Alors, la question qui revient le plus fréquemment ces temps-ci est la suivante. Mon vol est annulé en raison du Covid-19. J'ai envoyé un mail au service client de la compagnie aérienne pour demander le remboursement des billets. J'ai depuis aucune nouvelle de la compagnie. Que faire? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale et d'un point de vue juridique, à la suite de l'annulation de votre vol et conformément au règlement 261/2004, vous avez droit à une indemnisation forfaitaire et au remboursement de votre billet d'avion. Cependant, il faut quand même souligner que compte tenu de la situation actuelle, il a été décidé qu'aucune indemnisation serait due pour l'annulation des vols imputables au Covid-19, car il s'agit là d'une circonstance exceptionnelle. Mais je précise que le remboursement reste quant à lui dû. Concernant les délais de réponse de ces compagnies aériennes, selon les informations qu'on a pour le moment, les demandes de remboursement peuvent prendre jusqu'à 90 jours, hein, puisqu'on est dans une situation complètement inédite. Nous vous conseillons de bien faire ces demandes de remboursement, si vous le voulez, le remboursement, de conserver surtout la preuve de cette demande. Alors, la preuve conservée, ça peut être un email, un courrier ou même un screenshot. Et en laissant un peu les choses se faire, si je puis dire, on pourra facilement obtenir plus ou moins le remboursement par la suite. Pour aller un peu plus loin, une question qui préoccupe aussi les consommateurs en ce moment est la question suivante qui s'affiche à l'écran. La compagnie aérienne a-t-elle le droit de m'imposer un voucher pour me rembourser? Alors, d'un point de vue juridique, nous pouvons confirmer que la réglementation applicable, encore une fois, le règlement 261/2004, prévoit que les vouchers peuvent seulement être proposés aux passagers à titre de remboursement, mais qu'en aucun cas, ils peuvent être imposés. En principe, et selon ce règlement, la compagnie aérienne devrait donc proposer aux consommateurs le remboursement sous forme de virement bancaire, par exemple, si les consommateurs refusaient le voucher proposé. Voilà un peu les 2 questions que j'ai souhaité développer qui reviennent de façon récurrente, on va dire ces temps-ci, par rapport à l'annulation des vols de la part de la compagnie aérienne. Merci beaucoup, Cédric. Alors, merci. Je m'adresse alors à nos participants. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui aimerait déjà poser une question, par exemple, à Cédric? Sinon, je propose qu'on continue là tout de suite avec la présentation de Monsieur Olivier Waldner.
Monsieur Waldner est le chef d'unité adjoint à la Direction générale de la mobilité et des transports de la Commission européenne. Alors, Monsieur Waldner, je vous cède la parole. Karine, excusez-moi, j'avais levé la main pour poser une question. Ok, pardon, c'est Yann. Monsieur Pietrangelo. Oui, lui-même. Bonjour. Pardon, bonjour. Alors, Excusez-moi, oui. bienvenue. Merci. Alors, on attend ta question, Gianni. Oui, certainement. Cédric, j'avais une petite question rapide qui, en tant que professionnel, m'a été souvent posée aussi. À partir du moment où on accepte un voucher, si le mois d'après, la personne, le voyageur, change d'avis, est-ce qu'il pourra demander le remboursement malgré le fait que la compagnie aérienne lui a donné un voucher? Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette question. Du coup, si je reformule, hein, si d'un point de vue en tant que professionnel, une fois le voucher accepté, il suffirait de savoir est-ce que le consommateur peut revenir sur ses mots, en quelque sorte. Peut dire j'ai accepté. Alors, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il faut bien que ce soit clair dès le début pour le consommateur, qu'il a le choix entre un remboursement et un voucher. Pas que ce soit fait de façon déguisée. Par exemple, dire au consommateur, au final, vous avez que le voucher, la possibilité de remboursement et que via le voucher et non en cash. Mais que ce soit, si la situation est claire dès le début pour le consommateur, je dirais personnellement, s'il a déjà accepté le voucher, il ne peut pas revenir sur ses mots. Mais encore faut-il qu'il sonnerait 100%, qu'il en ait connaissance à 100% au départ. Excusez-moi, Karine, une rapide question aussi. Si j'apprends que, par exemple, j'ai accepté le voucher, mais le mois d'après, je vois que la compagnie aérienne est en difficulté financière et qu'elle risque de déposer le bilan, est-ce que je ne pourrais pas demander le remboursement à ce moment-là? Cédric, tu voudrais répondre ou Monsieur Waldner peut-être? Alors, la question, c'est le consommateur a accepté le voucher, mais il remarque à un moment donné que la compagnie est en difficulté. Voilà. Est-ce qu'il peut demander que le voucher soit transformé dans un remboursement immédiat? Il me semble. Est-ce que je peux… Oui, Monsieur Waldner, s'il vous plaît, Non, oui. peut-être allez-y, Cédric. Et Non, mais allez-y. Peut-être que je complétais. Bon, c'est une question, bonjour à tous, c'est une question très, très difficile, très pratique. Sur ce type de problématique, il faut se reporter aux termes et conditions qui sont la base du contrat entre la compagnie et le passager. Et vraisemblablement, ce type de problématique est clarifié dedans. Sinon, on est à l'évidence entre deux types de considérations. On est dans une zone grise, c'est un peu compliqué. Merci. Merci beaucoup. Merci aussi à Gianni. Pardon, Karine, excusez-moi. Malheureusement, il y a un problème, c'est que, étant donné que le contrat n'a pas lieu, il n'est pas complété, l'obligation n'étant pas maintenue par une des parties qui est la compagnie aérienne, l'obligation annule le contrat. Donc, juridiquement, on devrait rembourser le client. Il n'y a pas trop de questions à ce propos. Voilà, ça, comme on a dit, c'est une question difficile. A priori, comme Cédric l'a dit, le consommateur ou le voyageur a droit au remboursement. Et je pense qu'il faut partir de ce principe de base. Et voilà. Peut-être on peut encore après, on aura encore 20 minutes à la fin pour revenir aux questions et peut-être la présentation de M. Waldner peut éclairer aussi, Gianni. Merci beaucoup. Je voulais juste dire, on a encore reçu une question et puis on continue. On a encore reçu une question via le chat. La question c'est si ces règles que Cédric vient d'expliquer, les règles, la réglementation 261, est-ce que les règles s'appliquent dans toute l'Europe ou seulement au Luxembourg?
Voilà, je pense que je peux répondre. Ce que Cédric a mentionné, c'est un règlement européen 261 et justement, le règlement est applicable dans tous les pays de l'Union européenne. Merci pour cette question via le chat et je propose qu'on aura encore le temps d'accepter vos questions après, après les présentations. Alors, je propose qu'on je vois, il y a encore des questions, mais je propose qu'on continue maintenant avec M. Waldner et après la présentation de M. Waldner, on répond encore à vos questions. M. Waldner, je vous cède la parole. Merci bien, Madame Baznac. Voilà, donc le sujet de mon intervention est les annulations de vol en temps de coronavirus. Et je tâcherai d'aborder cette problématique à la fois d'un côté stratégique, politique, juridique et économique. Voilà, j'ai également un petit support que je peux partager avec vous. Voilà. Donc, vous avez en face de vous les points que je vais tâcher de développer dans les quelques minutes qui me sont imparties. Je vais aller relativement vite et survoler un peu tout cela. Donc, le panorama rapide du contexte Covid vu sous l'angle des transports indique que l'industrie des transports est sinistrée. Le mot n'est pas exagéré, il est peut-être faible. L'industrie des transports est sinistrée. Les nombreuses aides d'État validées par la Commission ces dernières semaines en témoignent. Le Covid a impliqué un arrêt progressif de la plus grande part des services de transport depuis mars 2020. Tout indique que le transport est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie et les plus compliqués à remettre en marche. C'est le cas pour l'aviation. Le marché européen est de plus d'1 milliard de passagers en 2019. Le trafic s'est effondré il y a 2 mois avec une réduction de 98,6 ou 99% du trafic passager en avril 2020, une perte environ de 200 millions de passagers depuis 2 mois, soit des annulations de vols non pas par centaines de milliers, mais par centaines de millions. Dans le rail, le maritime ou les autocars, la situation est à peu près similaire. Une autre conséquence a été la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne, impliquant des opérations de rapatriement depuis l'étranger, et également la fermeture des frontières intérieures, même dans l'espace Schengen, c'est dire que l'espace sans frontières est aujourd'hui mis entre parenthèses. Tout ceci a résulté en des problèmes financiers des transporteurs dont la trésorerie, le cash flow, a fondu et fond encore à vue d'œil avec un ralentissement extrême des réservations de billets pour les mois à venir, accentué par les demandes massives de remboursement des billets pour des services, des vols annulés depuis la mi-mars. Je terminerai ce panorama en vous indiquant que d'importantes propositions ont été faites par la Commission hier sur la reprise dans les secteurs du transport et du tourisme. Et ma collègue Barbara Meltré traitera de la reprise dans le domaine du tourisme dans quelques minutes. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'approche de la Commission, c'est qu'elle a proposé une approche globale en vue d'une reprise en 2020 et au-delà. Également une approche commune pour le rétablissement de la liberté de la circulation et la levée des restrictions aux frontières de l'Union européenne, et aussi un cadre pour le rétablissement progressif des transports assurant la sécurité sanitaire des passagers et des personnels. Et enfin, la Commission a adopté une recommandation sur les bons d'achat comme une alternative au remboursement immédiat des billets annulés. Donc, nous avons un peu de sujet. Venons-en aux droits des passagers pour indiquer que l'Union européenne dispose d'une législation très avancée, en fait la plus avancée en matière de droits des passagers. Et c'est manifeste lorsqu'on compare avec les droits disponibles dans beaucoup de pays. Cette législation touche tous les modes de transport,
dans le monde du transport aérien dans cette intervention. Monsieur White, je m'excuse, je ne sais pas si c'est moi, mais on vous entend très mal partiellement. Attention peut-être au micro. Je pense que le micro est… Je ne sais C'est pas mieux s'il y a maintenant. d'autres choses. C'est- Est-ce que c'est mieux là? C'est mieux Oui. maintenant, beaucoup mieux, merci. Donc, la législation communautaire touche tous les modes de transport, tous les transports collectifs, et elle vise à protéger le passager avant, pendant et après le voyage, notamment en cas de refus d'embarquement, d'annulation du service, du vol, nous allons en parler, des retards et des longs retards en particulier. Elle traite également de l'information aux passagers et des risques de discrimination à l'encontre des personnes à mobilité réduite. En ce qui concerne les annulations, en particulier les annulations de vol avant le Covid-19, on peut résumer la situation en indiquant que notre réglementation se fonde sur le règlement 261/2004 déjà mentionné, qui prévoit en cas d'annulation de vol un réacheminement qui peut être accepté par le passager. À défaut, un remboursement en numéraire, donc en argent, est prévu, ou un bon d'achat si le passager l'accepte. C'est une disposition particulière, l'article 7, paragraphe 3. Il y a bien entendu la possibilité pour le transporteur d'être exonéré en cas de circonstances extraordinaires. Des circonstances qui ne sont pas du ressort du transporteur. Il y a d'ailleurs une abondante jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne pour établir ou non la présence des circonstances extraordinaires. Les spécialistes savent bien que le cas du droit des passagers aériens est en fait un des domaines les plus commentés ou traités par la Cour de justice de l'Union européenne. Pour terminer sur le régime juridique ou plutôt sur les cas d'annulation de vol avant le Covid-19, je souhaiterais indiquer que de l'ordre de 1,7% des vols commerciaux, 1,7% des vols commerciaux sont annulés à l'échelle de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'en termes de passagers impactés, environ 1,6% du total des 1,1 milliard de passagers est impacté ou subit une annulation de vol. Donc ça, c'est, si vous voulez, le cadre habituel. 1,6% de passagers potentiellement impactés par une annulation de vol, alors qu'aujourd'hui, en mai 2020, nous l'avons dit tout à l'heure, nous avons 98-98% de passagers impactés par une annulation de vol. Alors, entrons dans le vif du sujet, les annulations de vol pendant le Covid-19. Donc, comme l'a dit déjà M. Arnaud Salon, si un passager a réservé un vol directement auprès d'une compagnie ou d'une plateforme de vente de billets, et si le vol a été annulé suite au Covid-19, la compagnie ne doit bien entendu pas verser de compensation. Le Covid-19 est reconnu comme une circonstance extraordinaire qui exonère le transporteur. Mais elle est toujours obligée de respecter l'autre principe de base, à savoir le droit au remboursement du passager, conformément au règlement 261/2004 qui s'applique dans toute l'Europe. Allons plus en détail concernant le droit au remboursement. C'est en particulier l'article 8, paragraphe 1 du règlement 261. Le transporteur doit rembourser le billet dans une période de 7 jours, dit la réglementation, en cas d'annulation de vol ou d'une traversée en ferry. Bon, monsieur Arnaud Salon l'a indiqué, la dimension de la crise, et effectivement, c'est souvent plusieurs mois,
Problème micro, je m'excuse, problème micro. Alors, venons-en à la pratique observée des compagnies aériennes, des transporteurs. Compte tenu du volume des annulations et des demandes potentielles de remboursement, nombre de compagnies ou de plateformes, indirectement, des plateformes de vente de billets, préfèrent proposer un avoir ou un bon d'achat. C'est particulièrement le cas dans le transport aérien, où le bon d'achat est quasiment imposé aux passagers. Cette tendance est reconnue par les compagnies aériennes elles-mêmes. Cette pratique est dénoncée par les associations de passagers ou consommateurs, également par les centres européens de consommateurs, et cette pratique est également confirmée par les autorités nationales d'exécution des droits des passagers. Nous avons eu une réunion avec ces autorités à la fin du mois d'avril et effectivement en Europe, il y a un flux, je dirais, très significatif de plaintes par rapport à la pratique développée par les compagnies aériennes. Ce qu'il faut bien noter, c'est que ces compagnies aériennes sont prises à la gorge et c'est leur manière de rester à flot. Mais beaucoup de recours en perspective de la part de passagers qui se sentent frustrés. Et les sommes en jeu ne sont pas toujours négligeables. Néanmoins, d'un point de vue juridique, on peut se poser la question si le droit européen n'est pas en échec. Alors, face à cette situation, la Commission européenne a adopté hier une recommandation plutôt que fait une proposition d'amendement réglementaire. Je m'excuse, il vous reste 1 minute, Monsieur Weidner. Ça va, une minute et demie. C'est le rôle des autorités de recherche, des autorités publiques de rechercher un équilibre entre la prévention de faillite d'un pan de l'économie et les droits des passagers. Nous avons néanmoins en Europe des vues différentes des autorités publiques. D'un côté, nous avons nos États membres. Lors de 2 conseils des ministres, en mars et avril 2020, les États membres ont souligné l'urgence de trouver des solutions, en particulier pour les compagnies aériennes, mais pas seulement, également pour les autres modes de transport, car la question des liquidités est pressante. Et il y a une majorité d'États membres qui sont en faveur qui auraient été en faveur d'un amendement à la réglementation européenne. Seuls quelques États, pour les citer, l'Autriche, la Finlande, le Danemark, le Luxembourg, la Hongrie, la Suède, ont exprimé leurs réserves par rapport à un changement législatif. De l'autre côté, et c'est très bien que M. Engel soit avec nous, nous avons le Parlement européen qui est co-législateur et qui a affirmé au contraire, en séance plénière le mois dernier, son attachement au libre choix du passager. Donc, que faire dans ce contexte-là? Et c'est pour ceci que la Commission, hier, a adopté une recommandation jugée plus efficace et plus appropriée, proposition d'amendement du règlement, qui pourrait prendre du temps, notamment puisque les co-législateurs n'ont pas la même perspective. Je m'excuse, Monsieur Weidner, il faudrait continuer. Je vois qu'il y a plein de questions qui entrent. Seriez-vous d'accord qu'on continue un peu avec les questions? Je termine peut-être par les modalités pratiques de la recommandation et j'arrête tout de suite après. Il vous resterait plus de temps. OK, une demi-minute. Merci. Une demi-minute, voilà. Les transporteurs et les plateformes de vente devraient proposer un avoir à leurs clients et offrir un choix attrayant entre remboursement en argent numéraire et bon d'achat et une alternative plus intéressante que le remboursement en cas d'annulation de billets de transport. Et pour inciter les passagers à accepter le bon d'achat plutôt que le remboursement immédiat en argent, les bons d'achat devraient notamment être protégés contre l'insolvabilité de l'émetteur, donc les risques de faillite du transporteur, être remboursables automatiquement au bout d'1 an maximum si ces bons n'ont pas été utilisés, et offrir de la flexibilité aussi aux passagers.
Ils doivent avoir un caractère attractif permettant de conserver la même destination avec des conditions de service identiques ou être transférables à un autre voyageur, par exemple de la famille, mais pas nécessairement. Voilà, j'en reste là et vous m'excusez d'avoir été trop long. Merci beaucoup, M. Waldner, pour cette présentation. On va d'ailleurs mettre un lien sur notre site pour trouver cette recommandation de la commission dont vous avez parlé. Je peux prendre d'autres questions parce qu'il y a plein de questions qui entrent. Par exemple, il y a un consommateur qui demande, alors si jamais les droits que vous venez d'expliquer sont pas respectés, néanmoins pas respectés par les compagnies, lesquels sont les moyens des consommateurs? Est-ce qu'il y aura quelque chose comme un recours collectif ou est-ce qu'il y a une autre possibilité pour les consommateurs pour faire valoir leurs droits? Et dans ce cadre, je pense qu'on peut peut-être expliquer la procédure pour les procédures à faible enjeu. Cédric, tu voudrais dire juste un petit mot à propos de cette procédure? Merci. Oui, bien entendu. Et puis, face à la non-réponse de la compagnie aérienne ou face à l'entêtement de la compagnie aérienne qui insiste, là, on se trouve encore une fois dans le cadre où le voucher est imposé et que le consommateur souhaite à tout prix le remboursement. Il reste aussi un dernier recours, comme tu l'as évoqué, Karine, qui est la procédure dite européenne des petits litiges à faible enjeu pour tout litige de moins de 5 000 €. Cette procédure, elle est plus ou moins gratuite en dépendant de l'État membre dans lequel elle va être réduite. Et pour les consommateurs qui nous écoutent en ce moment et qui voudront savoir plus de cette procédure, voir comment, parce qu'il y a un formulaire à remplir, à envoyer, à déposer devant, par exemple, le tribunal de la justice de paix au Luxembourg. Moi, j'invite aux consommateurs à nous contacter car aussi nous donnons les informations. Moi-même, j'ai cette semaine accompagné pas mal de consommateurs dans la démarche de remplir le questionnaire en ligne. Et nous, en tant que juristes au Centre européen des consommateurs au Luxembourg, on aide aussi à accompagner justement les consommateurs dans leur démarche pour faire cette procédure. Ok, très bien, merci. Il y a une autre question d'une consommatrice qui est la suivante. Consommatrice a réservé un vol à partir de Francfort et ce vol aura lieu, mais la consommatrice pense qu'elle n'est pas en droit de traverser la frontière de Luxembourg vers l'Allemagne pour se rendre à l'aéroport de Francfort. Alors, elle demande ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut demander le remboursement de son ticket? Le vol a lieu. Cédric, tu voudrais répondre? Au remboursement de son billet, non, parce que la prestation aura lieu, c'est-à-dire que l'avion va décoller, hein, et du coup, prestation égale non-remboursement. C'est malheureux et bon, on constate ça dans pas mal de dossiers en ce moment que c'est vrai, on a des restrictions par rapport aux frontières. Ce que moi j'invite cette consommatrice à faire et peut-être à nous écrire aussi dans un premier temps pour nous donner plus de détails par rapport à sa situation et peut-être que la réponse sera plus ou moins appropriée et adaptée à sa situation, c'est de contacter la compagnie aérienne, de par exemple essayer de négocier un report au vu de ces dates qu'elle devrait voyager, essayer de proposer un report de ces dates ou s'informer aussi si la restriction, les frontières seront toujours fermées lors de son voyage qui est prévu, tout simplement. Ok, très bien. Et je propose qu'on prend une dernière question et puis on passe au sujet suivant. La dernière question, c'est bonjour, est-ce que ces mêmes conditions que nous, on vient d'expliquer, est-ce que ces mêmes conditions s'appliquent également dans le cadre de l'affrètement d'un charter pour l'organisation d'un voyage collectif à une destination bien déterminée? Alors, est-ce que les conditions s'appliquent également dans le cadre de l'affrètement d'un charter pour l'organisation d'un voyage collectif? Est-ce que je suis en ligne là?
Oui, Oui. je vous cède la parole, Monsieur Waldner. Juste pour indiquer que ça fait vraiment partie de l'intervention qui va être faite dans quelques minutes par ma collègue Barbara Mestri quand il y a un voyage qui est organisé. Hein. Donc, c'est une autre réglementation très proche et les principes sont relativement similaires, mais les bases juridiques sont différentes. Voilà. Très bien, merci. On attend la présentation alors de Madame Mendre et c'est l'occasion justement. On va encore prendre, chers participants, vos questions à la fin. On aura certainement un quart d'heure pour encore prendre vos questions. Et maintenant, j'invite alors mon collègue Jean-Loup Stradella pour la deuxième présentation à propos du sujet des annulations des voyages à forfait. Et Monsieur Stradella est notre expert juriste au Centre européen des consommateurs et sa présentation sera suivie par justement la présentation de Madame Barbara Mendre de la Commission européenne. Alors, Jean-Loup, je te cède la parole. Ta présentation va également durer maximum 5 minutes. Merci, Jean-Loup. Oui, merci Karine. Donc, effectivement, une présentation donc, sur les voyages à forfait, plus précisément l'annulation des voyages à forfait dans le cadre du coronavirus. Et je vais effectivement directement parler de cette question récurrente que nous avons eue au CEC Luxembourg, question récurrente qui est également un peu similaire effectivement à ce qu'on a pu voir précédemment sur les vols annulés, avec de nombreux organisateurs, de nombreuses agences de voyage qui ont proposé des remboursements sous forme de bons à valoir une fois que le voyage était annulé. Puisque justement, un voyage à forfait, c'est une combinaison d'au moins 2 prestations touristiques, notamment vol plus hôtel, puisque quasiment la totalité des vols ont été annulés. Beaucoup de voyages à forfait également annulés, avec les organisateurs qui proposaient donc des remboursements sous forme de voucher. La différence, je dirais, avec la réglementation qui s'applique au vol, c'est que là, on n'est pas sur le règlement 261 de 2004, on était sur une directive européenne qui prévoyait évidemment le remboursement en cas de voyage annulé. Au minimum, le consommateur, en principe, jusqu'à présent, avait le droit d'obtenir un remboursement si son voyage était annulé par l'organisateur. Nous, au CEC Luxembourg et au sein de notre réseau ici CINET, nous avons reçu de plus en plus ce type de demande dès le mois de mars 2020, tout simplement parce que de nombreux États membres, plusieurs États membres en tout cas, ont pris des mesures dérogatoires spécifiquement en ce qui concerne le remboursement des voyages à forfait. Alors, je ne vais évidemment pas faire la liste des 27 États membres et des mesures dérogatoires qui s'appliquent dans les 27 États membres, mais juste pour montrer la difficulté qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, la difficulté pour les consommateurs selon le droit qui sera applicable à leur contrat, selon avec quelle agence de voyage ils ont contracté. Juste au niveau de la grande région, des 4 pays limitrophes, on a déjà 4 mesures différentes qui s'appliquent en ce moment, puisque on le voit, en Allemagne, il n'y a pour l'instant pas de changement de législation, donc a priori, le remboursement qui est toujours prévu, qui doit toujours s'appliquer. En Belgique et en France, une possibilité d'offrir des bons à valoir valables 12 mois ou 18 mois, donc avec des conditions différentes, avec des durées de validité différentes selon les pays. Et au Luxembourg, pour l'instant, une simple suspension des remboursements qui est prévue pour encore quelques semaines, puisque c'est jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Mais donc, voilà, je vais m'arrêter là. C'est simplement pour vous montrer la difficulté que vont avoir les consommateurs, que va avoir le réseau comme le nôtre pour les prochaines semaines avec ces règles qui ne sont plus européennes, avec ces règles dérogatoires nationales spécifiques qui s'appliquent pour le moment.
Voilà pour moi. Merci beaucoup, Jean-Loup, pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions des participants? Est-ce que vous voulez lever votre main pour poser une question? OK. Pour l'instant, je vois pas de main. Alors, il y a des questions encore qui ont été posées, mais ces questions concernent encore le vol sec. Alors, la première présentation. Alors, je propose qu'on revienne à ces questions après les présentations. Restez avec nous, chers participants. On revient à vos questions, pas de souci. Et je demanderai alors à Madame Mentre de la Commission européenne de continuer avec sa présentation qui va durer maximum 10 minutes. Madame Mentre est la chargée des affaires juridiques à la direction de la justice et des consommateurs auprès de la Commission européenne. Madame Mentre, je vous cède la parole. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous voit. On vous voit. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui, c'est très bien. J'essaye de partager à l'écran. Voilà, juste pour donner un petit peu des réponses pratiques qui vous intéressent aujourd'hui plus que sur les aspects économiques et d'où on vient. Juste pour faire un petit peu aussi la progression des informations qui sont disponibles pour les consommateurs en cas d'annulation de leur voyage à forfait. Dire que la Commission, dès le début de la crise, a publié sur le site spécifique dédié à la crise du coronavirus une première note d'information le 5 mars et une deuxième note d'information le 19 mars qui explique les droits des consommateurs tel que ça vient d'être décrit par votre collègue et notamment le fait que l'organisateur peut annuler le voyage s'il existe des circonstances exceptionnelles et unavoidable, mais aussi le voyageur, à la différence peut-être du droit des transports, c'est que le voyageur lui-même peut également demander l'annulation du voyage s'il y a des problèmes de transport pour rejoindre effectivement le lieu de vacances ou s'il y a des circonstances particulières qui ont lieu sur place, le lieu de destination. Donc, ce document n'est malheureusement disponible qu'en anglais, mais je voulais aussi attirer votre attention dessus parce qu'il est encore tout à fait valable, même si la recommandation adoptée hier apporte des informations supplémentaires. Donc, comme dans le droit des transports, le consommateur a le droit de choix entre être remboursé ou accepter un voucher. Tel qu'il a été dit, donc la Commission a adopté hier une recommandation afin de rendre les vouchers plus attractifs pour le consommateur, afin de pallier aux besoins de liquidité des organisateurs de voyage, des agences de voyage. Donc, c'était l'équilibre qu'on a trouvé après avoir eu de nombreuses discussions avec les États membres, avec le Parlement européen et aussi avec toutes les parties prenantes, aussi bien l'industrie concernée que les consommateurs et les organisations de consommateurs. Juste pour dire aussi que cette recommandation décrit les caractères que doivent remplir les vouchers, mais aussi détaille les aspects financiers qui peuvent être donnés à l'industrie par les États membres, donc qui décrit les possibles aides d'État qui peuvent être faites, mais aussi les soutiens financiers directs qui peuvent être donnés aux industries concernées. Le but étant que ces industries retrouvent des liquidités et puissent continuer à exercer et évitent la faillite. Comme on l'a dit, de toute évidence, la directive prévoit depuis longtemps que si un voyage ne peut pas être réalisé à cause de la faillite de l'organisateur, il y a une garantie, une protection contre l'insolvabilité. Et la recommandation appelle à ce qu'un système d'insolvabilité soit mis en place également pour couvrir tous les vouchers qui seraient donnés par l'industrie dans ce contexte très particulier. Voilà. Pour juste rebondir sur ce qui a été dit sur les différents droits nationaux qui ont été adoptés récemment,
comme cela a été dit hier, lors de la conférence de presse par les commissaires lors de l'adoption de la recommandation de la Commission. En parallèle à l'adoption de cette recommandation, la Commission écrit à tous les États membres pour attirer leur attention sur cette recommandation, leur demandant de leur expliquer comment les États membres vont mettre en place cette recommandation et aussi attirant l'attention des États membres qui sont en infraction avec la directive à se conformer au droit européen et à la directive. À défaut, la Commission devra prendre les mesures nécessaires en tant que gardien des traités. Voilà, je fais court parce que je pense que pas besoin d'en dire plus et c'est peut-être plus répondre aux questions que vous auriez. Vous m'avez entendu? Oui, Karine, excusez-moi, voilà. Merci beaucoup pour la présentation, Madame Mentre. Il y a déjà des questions, il y a aussi des mains levées. Pourtant, je ne vois pas la main levée. Marco, si tu peux aider. Sinon, je pose déjà la question, une question qui a été posée. Excusez-moi, Monsieur Jean Wagner, il est autorisé à parler, il a une question à poser. Très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'ai posé la question par écrit à Madame hier et j'ai aussi posé à l'instant une des 4 questions dans les Q et réponses. Est-ce que vous arrivez à la publier pour répondre ou comment vous voulez procéder? Voilà, Monsieur Wagner, j'ai bien votre question sous les yeux. Je peux la poser si vous êtes d'accord. Donc, vous pouvez la poser. Ok, très bien. Alors, la question de Monsieur Wagner est la suivante et s'adresse, je pense, par exemple, à Jean-Loup, peut-être Madame Mentre. Le consommateur, Monsieur Wagner a réservé avec un tour operator en Allemagne et veut se rendre dans un hôtel à Prague, mais c'est bien avec une compagnie aérienne, mais c'est bien un voyage à forfait. Et qu'est-ce qui se passe si après l'arrivée des consommateurs en République tchèque, ils sont mis en quarantaine? Alors, s'ils le savent aujourd'hui, est-ce qu'ils ont droit d'annuler ce voyage? Ça, c'est déjà un premier point. Madame Karine? Oui. Bon, disons, en fait, je suis déjà en République tchèque. Donc, le voyage n'est pas annulé. Je prends l'avion Luxair de Luxembourg à Prague. Et à l'arrivée là-bas, on me dit que je dois être mis en quarantaine. C'est ça la question. OK. OK. Vous arrivez et on vous dit, et vous demandez lesquels sont vos droits alors. Si vous pouvez demander un dédommagement ou encore qui va payer peut-être une semaine de vacances supplémentaire. Disons, en fait, ce n'est pas une semaine supplémentaire, mais si je suis mis en quarantaine, par exemple, pour 2 semaines, et mon voyage à forfait est seulement prévu pour 7 jours, je dois rester à l'hôtel où je suis confiné. Je dois payer donc la nourriture et tout ça, et mon billet initial du retour n'existe plus. Voilà, vous devez acheter un autre. Oui. OK, Jean-Loup, Monsieur Stradella, Jean-Loup, tu voudrais répondre. Merci, Monsieur Wagner. Oui, alors bon, au final, j'ai pas bien saisi si M. Wagner était sur place ou pas, mais sur place, je dirais, sur place, en quarantaine. En principe, à partir du moment où les prestations du voyage à forfait ne peuvent pas être exécutées, alors là forcément c'est un cas de force majeure, mais alors, en principe il y avait quand même possibilité d'annuler finalement ce voyage pour un cas de force majeure et recevoir le remboursement. Là, maintenant qu'il est sur place, ça va être un peu compliqué, mais il peut quand même normalement reprendre contact avec l'agence de voyage, voir pour essayer de trouver une solution à cette situation qui est quand même anormale, je dirais. Merci Jean-Loup.
on continue peut-être avec une autre question qui nous a été posée via le chat. Monsieur Weiner, j'ai vu que vous voulez répondre directement à propos d'une question posée par une consommatrice. La consommatrice a bien compris l'histoire avec les vouchers, que la France, la Belgique a prévu des vouchers qui sont valables pendant 12 mois, 18 mois, mais la consommatrice demande qu'elle a néanmoins, elle pourrait exiger le remboursement immédiat des vouchers et ne pas attendre les 12 ou 18 mois. Oui, d'abord, dans le cas mentionné, je trouve que 18 mois, c'est très long, donc j'aurais aimé savoir quelle compagnie proposait 18 mois. Et je pense que c'est utile pour les passagers de toujours discuter avec les compagnies aériennes, même si c'est difficile. Il faut discuter. Les compagnies aériennes sont ouvertes a priori à trouver des solutions. Elles souhaitent gagner du temps. Donc, la question pour elles n'est pas nécessairement un remboursement absolument dans 18 mois. Ça peut être une approche pragmatique et une solution pourrait être trouvée dans 6 mois. Donc, c'est pour ça qu'il faut discuter. Bien sûr, discuter vaut la peine si le montant des billets est très significatif. Si c'est seulement quelques dizaines d'euros, l'intérêt est relativement limité. Merci. Merci, M. Weiner. Je pense que c'est un conseil très utile. De toute manière, c'est toujours bien pour les consommateurs d'essayer de négocier, de parler avec les tour operators, les compagnies pour peut-être trouver une solution à l'amiable, j'ose dire. Il y a une autre question qui s'adresse, je pense, à Madame Mentre. La question c'est, est-ce que la Commission européenne envisage de faire des recommandations pour le secteur hôtelier et d'hébergement seul, donc hors forfait? Alors, il n'y a pas de droit européen en matière de services seuls, donc services hôteliers ou location de voiture, ou à part le transport, tel qu'il a été expliqué avant. Donc, on n'a pas compétence, donc la Commission n'envisage pas de faire de recommandations particulières. Par contre, la Commission a publié un questions et réponses qui peut aider les consommateurs s'ils ont des questions en matière d'annulation de voyage seul, qui est disponible sur le site de ICCNet, je pense, et de la Commission européenne. Je pense que vous pourriez peut-être donner le lien à la suite. Ou sinon, je peux vous donner le lien. Voilà, on va publier le lien sur notre page web, sur la page web du Centre européen des consommateurs. Voilà, merci. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ok, super. Merci Jean-Loup. Super. Voilà. Est-ce que chers participants, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez poser en direct des questions à nos intervenants? Monsieur Stradella, Madame Mentre? Voilà. Je vois pas je peux pas voir la main levée. Marco, si jamais. Sinon, on va continuer. Un instant, oui, il y a une personne. Attendez, je vais l'activer. Très bien. Voilà, c'est Jean. Il peut parler. Bonjour. Bonjour Jean. Est-ce que vous voulez poser votre question? Ah, c'est M. Wagner, c'est fait. M. Wagner est toujours en ligne. Je vois c'est M. Wagner, c'est fait. J'espère qu'on a répondu à la question de M. Wagner. M. Wagner, si on n'a pas, à votre satisfaction, répondu à la question, s'il vous plaît, adressez-vous encore au Centre européen des consommateurs par après, par email ou par téléphone. On va vous donner nos coordonnées. Il y a Monica qui pose une question, Karine. Monica, je vous invite de poser votre question. Oui, bonjour. Je l'ai posé aussi par chat. Je travaille pour une agence de voyage et bien entendu, ceci est très, très intéressant pour moi. Alors, une question qui est soulevée souvent, c'est cette question des circonstances extraordinaires
Et je pense qu'il faudra une clarification par rapport au temps, donc au délai entre le voyage. On a des clients qui nous demandent l'annulation d'un voyage qui aura lieu en août pour des circonstances qui sont d'actualité maintenant. Donc, il y a un flou dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup, Monica. Alors, je pense déjà que vous parlez des voyages à forfait. Exactement, oui. Voilà. Alors, prenons le cas qu'un consommateur voudrait bien faire un voyage à forfait en Espagne au mois d'août. Voilà. Est-ce que Jean-Loup, tu es en mesure de nous expliquer les différentes possibilités de ce consommateur? Alors, pour le moment, c'est clair que c'est très, très compliqué. Tout simplement parce que cette règle de la force majeure qui permet d'annuler le contrat, le voyage, il faut vraiment que ce soit une force majeure qui empêche totalement le voyage. Il faut vraiment que ce soit qu'il y ait un foyer d'épidémie, je dirais, vraiment dans l'immédiat, voilà, vraiment à l'endroit où le voyage se passe, ou que la frontière soit complètement fermée, ou vraiment un cas de force majeure qui empêche totalement le voyage. Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a aucune visibilité à plusieurs semaines ou plusieurs mois en avance. D'ici le mois d'août, on imagine bien que le virus sera toujours présent et qu'il y aura toujours quelques soucis en Espagne, mais personne n'en est vraiment sûr. Et d'un point de vue juridique, en tout cas, pour le moment, la force majeure ne peut pas jouer. Et il faut un petit peu avancer dans le temps et voir exactement quelle est la situation au moment de l'annulation du voyage. Ça serait mon conseil aujourd'hui, effectivement. Est-ce qu'il existe une recommandation ou une règle générale de dire, OK, 2 semaines? En Allemagne, j'ai entendu des conseils qui disaient 1 mois. Parce que là, c'est vraiment, on est confronté, donc on est conseilleur du client, on est entre le client et le tour opérateur très souvent, et bon, on doit attendre ce que fait le tour opérateur en même temps. Il faut conseiller, il faut donner conseil au client. Donc, on ne vous entend pas, Madame Bassener. Monica, merci. Oui, je peux bien m'imaginer que c'est une question très difficile en ce moment pour vous tous. Mais je pense que le consommateur devrait vraiment se poser la question, peu importe les circonstances. Par exemple, pour Majorque, alors je veux y aller, absolument, je veux y aller. Alors j'attends tranquillement la décision du tour operator que le voyage va être maintenu ou pas. Mais peut-être le consommateur va dire, en aucun cas, moi je ne veux plus voyager du tout, j'ai peur à cause de Corona. Et dans ce cas-là, c'est peut-être en effet, en tant que consommateur, mieux d'annuler le plus vite possible le voyage à forfait pour que les frais d'annulation soient le plus bas possible. C'est, je pense, une décision très personnelle du consommateur. Ou Jean-Loup, est-ce que tu donnerais une recommandation à propos du laps de temps à attendre? Non, ça c'est vraiment trop compliqué. C'est vraiment, effectivement, il faut vraiment prendre l'ensemble des éléments en compte. Quel est le montant des frais d'annulation? Quel est concrètement le risque sur place à plusieurs semaines? Quel est son propre niveau effectivement de crainte ou pas? Donc c'est vraiment très compliqué. Et effectivement, pour répondre à la question qui était posée, malheureusement, c'est quasiment impossible, enfin, je pense, de donner comme ça un laps de temps, de dire voilà, 2 semaines à l'avance, 1 semaine à l'avance, 1 mois à l'avance. Parce que justement, vu la situation qui est extrêmement compliquée et vu que personne n'a vraiment de visibilité comme ça à quelques semaines pour le moment, c'est extrêmement compliqué, que ce soit pour les consommateurs ou que ce soit pour les agences de voyage. Ça, je l'entends tout à fait. Peut-être, est-ce que je peux rajouter quelque chose, Barbara Mantré de la Commission? Juste pour dire qu'il faut aussi regarder par rapport au plan de déconfinement peut-être espagnol, voir ce qui est prévu. Par exemple, s'il est prévu que les restaurants restent fermés
pendant tout le mois d'août, on peut considérer qu'il y a des circonstances exceptionnelles au vu du coronavirus et qu'il se passe des éléments sur le lieu de destination qui fait que ça ne sera pas des vacances, parce qu'on compte aller au restaurant, profiter de la vie espagnole et tout ça. Et donc, on peut peut-être à ce moment-là avancer le fait que les conditions sont remplies par rapport à la directive pour demander l'annulation sans frais d'annulation. Donc, peut-être pas attendre, il faut attendre, mais peut-être qu'avec les indications données par chaque État membre sur les plans de déconfinement, je pense que ça peut donner, qui arriveront très probablement au mois de juin pour l'été, ça peut donner déjà des très bonnes indications aux futurs voyageurs. Voilà, peut-être. Merci beaucoup, Madame Mentre. Peut-être une dernière remarque, ça va dans la même direction. On a reçu un email d'un consommateur et justement, là, il s'agit, je pense aussi, de bien observer les plans de confinement des États membres parce qu'il dit « Serait-il possible de voyager en avion au Maroc à partir du mois d'août ?» Il y a une fête de mariage de 15 ans de mariage à Marrakech avec 64 invités qui veulent s'y rendre à partir de Paris, Francfort, Lisbonne. Alors, on voit bien les soucis des consommateurs, mais je pense, cher intervenant, vous êtes d'accord avec moi, c'est très difficile aujourd'hui de dire si c'est possible de voyager pour le Maroc, dans ce cas précis, en août. Je crois que les autorités françaises, en tout cas, ont déjà indiqué que les vols à destination de pays tiers ne seraient pas rétablis dans les prochains mois. Donc, a priori, ici, il y a peu de doutes permis sur le cas précis. Ok, merci, Monsieur Weiner. Je ne sais pas si Marc est avec nous, mais voilà la réponse pour Marc. Je propose qu'on continue maintenant avec notre troisième sujet, qui est l'annulation des hôtels. Et ce sujet est présenté par notre juriste du Centre européen des consommateurs, par Madame Kelly Moulambé. Kelly, est-ce que je peux te céder la parole? La présentation de Madame Moulambé dure plus ou moins 5 minutes et on prend tout de suite après les questions à propos des annulations d'hôtels. Kelly? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Il y a déjà beaucoup d'éléments de réponse qui ont été donnés dans le cadre des sujets qui ont été traités jusqu'à présent. Donc, je peux être bref. Donc, la question en fait qu'on m'a demandé de présenter est celle-ci. J'ai réservé ma chambre d'hôtel aux Pays-Bas pour le congé de Pentecôte. Or, comme les frontières pour arriver aux Pays-Bas sont fermées, je ne peux pas m'y rendre. Est-ce que j'ai droit au remboursement en cas d'annulation? Alors, comme déjà dit, il n'y a ici aucune réglementation européenne qui s'applique. Donc, il faut prendre en compte le droit commun. Donc, qu'est-ce que dit mon contrat? Qu'est-ce qui est prévu par mon contrat? C'est-à-dire les conditions d'annulation du contrat. Si une annulation sans frais est prévue pour votre contrat, de toute façon, vous avez droit au remboursement sans souci. Or, si votre contrat, à la base, est non annulable et que l'hôtel est ouvert, donc il preste ses services, vous n'avez en principe pas droit au remboursement selon les termes de votre contrat. Si par contre, l'hôtel de son côté annule parce qu'il doit fermer ses portes à cause des restrictions sanitaires ou qu'il est mis sous quarantaine, vous avez droit au remède sous forme d'un remboursement. Si l'hôtel le propose, vous pouvez également opter pour une solution alternative, comme il a déjà été mentionné, un voucher. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails pour les vouchers, mais donc ici aussi, il faut tenir compte des mesures dérogatoires des différents pays membres. Et la conclusion, en fait, c'est, comme aussi on a déjà dit, chercher absolument la communication. Donc, dans tous les côtés, il y a toujours moyen de trouver une solution qui se distingue de ce qui était prévu par le contrat, mais qui arrange finalement toutes les parties. Merci. Grand merci, Kelly. Voilà, grand merci, Kelly, pour ta présentation. Voilà, hôtel fermé ou pas fermé. Est-ce qu'il y a des questions de nos chers participants à propos de la présentation de Kelly et annulation hôtel?
Est-ce que c'est Monica qui lève sa main? Non. Ok, je vois pas, mais j'ai une question d'un consommateur, d'un consommateur qui nous a écrit. Et justement, Kelly, je pense que la question est pour toi. Le consommateur a réservé un gîte en France pour juillet et il pose la question, qu'est-ce qui se passe si à cause d'un nouveau confinement, le consommateur ne peut pas se rendre en France pour profiter de son gîte? Est-ce qu'il est remboursé? Là encore, s'il ne peut pas rentrer, en fait, ce n'est pas vraiment ce qui rentre dans le champ contractuel. Donc là, il faut voir aussi selon maintenant la France, et là mes collègues sont plus avertis par rapport à l'ordonnance, si elle s'applique, qu'est-ce qui est prévu en fait dans les termes de remboursement? Est-ce qu'il y a moyen de faire un voucher ou qu'est-ce qui s'impose aux consommateurs? Là, il faut regarder l'ordonnance. Très bien, merci Kelly. Je propose qu'on continue tout de suite avec la présentation suivante pour après prendre encore des questions et pour arriver à la présentation de Monsieur le député européen. Alors, préparez vos questions, chers participants. Et entre-temps, on continue avec la présentation de Madame Julie Jasson, notre collègue du Centre européen des consommateurs au Luxembourg, notre juriste, entre autres, du droit belge. Et Julie va présenter l'annulation des événements, concerts, marathons. Voilà, tu nous diras, Julie. Merci, Karine. Oui. Donc, effectivement, je vais vous parler maintenant de l'annulation des événements en raison de la pandémie de Covid. Comme mes collègues l'ont fait précédemment, on va commencer par un petit cas pratique. Imaginons que vous aviez prévu d'aller à un festival de musique bien connu en Belgique, près d'Anvers cet été, et que vous aviez acheté vos tickets longtemps en avance. Et ce festival est annulé, reporté à l'année prochaine en 2021 et l'organisateur vous informe que votre billet qui était valide pour 2020 sera valable pour l'édition 2021. Donc évidemment se pose la question, que peut faire le consommateur qui a acheté ce billet et l'événement est annulé? C'est vrai que suite à la pandémie de Covid, il y a beaucoup d'États membres qui ont interdit la tenue des événements publics ou privés comme les concerts, les festivals, les compétitions sportives, etc. Comme on l'a aussi mentionné précédemment, la première chose à faire, c'est toujours de regarder le contrat de base. Donc regarder si quelque chose était prévu dans les conditions d'achat du billet au moment où on l'a acheté à l'origine. Parce que ces conditions sont valables qu'on soit en période de pandémie ou pas. Ensuite, au-delà de ces conditions, il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation européenne qui règle ces questions, comme on l'a aussi déjà brièvement évoqué. Ça veut dire que la situation varie d'un État membre à l'autre. Donc, il faut regarder quel est le droit applicable, quelle est la règle qui s'applique dans le pays où l'événement devait avoir lieu. Et justement, les États membres ont pris parfois certaines règles spécifiques en relation avec cette pandémie. C'est notamment le cas en Belgique. Ce sont des règles qui permettent notamment, par exemple, d'offrir un bon à valoir à la place d'un remboursement. En Belgique, pour le cas qui nous occupe ici, cette possibilité d'offrir un bon à valoir a été encadrée, c'est-à-dire que l'événement doit être réorganisé dans un délai d'1 an après l'annulation. Si cet événement n'est pas organisé dans ce délai, alors le consommateur a le droit au remboursement dans un délai de 3 mois. Et de manière générale, si le consommateur peut prouver qu'il n'a pas la possibilité d'assister à l'événement à cette date de report qui est prévue, alors il pourra être remboursé. Donc ça, c'est la situation en Belgique en particulier pour répondre au cas qu'on a présenté au début. Je peux brièvement parler de la situation dans quelques autres pays, puisque la situation peut varier d'un pays à l'autre. Il y a d'autres pays qui ont pris des règles dérogatoires exceptionnelles, comme par exemple la France.
où le bon à valoir peut être donné si l'organisateur annule l'événement, mais également si c'est le consommateur lui-même qui ne souhaite plus participer à l'événement. Et ce bon à valoir est valable pendant 18 mois et il sera remboursé s'il n'est pas utilisé à l'issue de ce délai de 18 mois. Ça, c'est la situation en France. Très brièvement, je peux dire par exemple en Italie, un pays aussi très fortement touché, il y a une possibilité d'offrir un bon à valoir qui a une validité de 1 an. Au Portugal, par exemple, là, ils ont choisi de suspendre les remboursements. C'est une option un peu différente qui a été choisie. Et enfin, il y a des pays qui ont choisi alors carrément une autre direction. Par exemple, les Pays-Bas, où il y a eu un accord entre le secteur professionnel et les autorités, qui a un accord qui s'est appelé Save Your Ticket, Enjoy Later. Donc, on peut vous offrir un bon à valoir, mais vous avez le droit de le refuser. Et enfin, c'est aussi la direction qui a choisi, par exemple, l'Espagne, où là, vous avez aussi le droit de refuser le bon à valoir. Donc voilà, j'ai parlé de quelques pays, mais maintenant, les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de souci. Là, nos coordonnées, vous pouvez peut-être les noter si vous avez un instant. Si vous avez des questions plus tard, il ne faut pas hésiter à nous recontacter. Voilà, voilà, un grand merci Julie. Alors, si vous aviez acheté un ticket pour la Scala à Milano, alors vous savez bien maintenant lesquels sont vos droits, ou un marathon à Lisbonne. Il y a beaucoup de détails à retenir, mais les collègues du CEC sont là pour répondre. Je propose de prendre une question, mais puis continuer tout de suite avec l'intervention de Monsieur le député européen, Angel, et puis on aura encore 5 minutes pour les questions. Juste encore une fois, pour Kelly, pour l'hôtel, un consommateur nous demande, l'hôtel qui ferme, a-t-il le droit d'imposer le voucher ou est-ce qu'il est obligé de proposer le remboursement? Hôtel alors, l'hôtel qui est fermé, voucher ou remboursement? L'hôtel qui est fermé, en fait, il ne peut pas prester son service. Donc là, normalement, comme je disais, on a droit au remboursement. Maintenant, la différence entre voucher et remboursement, ça dépend du droit qui est applicable. Donc, s'il y a des mesures dérogatoires qui ont été prises par les autorités. OK. Alors, à chaque fois, bien regarder les règles du pays dans lesquelles se trouve l'hôtel. Merci, Kelly. Alors, maintenant, je propose de continuer avec la présentation de Monsieur Angel et il nous restera après 7-8 minutes pour prendre encore vos questions, si vous êtes d'accord. Alors, Monsieur le député européen, je vous cède la parole. Oui, merci Karine d'organiser ce webinaire et merci aux collaborateurs de CEC et aussi aux représentants de la Commission. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez mettre la communication de la Commission en ligne. N'oubliez pas de mettre l'excellent document sur les questions et réponses parce qu'un grand nombre de questions et réponses sont inclus dans ces documents et je dois remercier la Commission d'avoir réagi et d'avoir suivi l'appel du Parlement européen du 17 avril où lors d'une motion concernant le Covid, on avait aussi un chapitre ou un alinéa sur le tourisme et le transport, parce que nous sommes conscients que c'est un secteur extrêmement important pour l'Europe. On sait que c'est 10% du PIB européen. Il y a 2,4 millions d'entreprises qui vivent du tourisme et 90% sont des petites et moyennes entreprises. Et il y a des millions d'emplois liés au tourisme. Donc, on est conscient de ça, donc il faut des règles spéciales pour le tourisme. Et on doit prendre en compte d'un côté les droits des consommateurs, ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, mais nous devons prendre en compte aussi le souci des millions de salariés qui travaillent pour ces entreprises, donc on doit aider. Donc je suis content qu'aujourd'hui au Parlement européen on discute aussi le futur cadre financier pluriannuel et le plan de relance, parce que là il s'agit d'aider ces entreprises par des subventions et par des prêts pour qu'elles puissent survivre et pour que ces vouchers et les gens peuvent par après avoir leurs prestations.
Donc, il y a deux commissions qui sont très actives au sein du Parlement européen sur ce sujet. C'est la commission TRAN, donc Transport et Tourisme, et la commission dont je fais partie sur le marché intérieur et les droits des consommateurs. Et comme M. Val l'a dit, le Parlement européen, le libre choix du consommateur est très important. Donc, on ne veut pas qu'on change ces règles-là. Nous avons des très bonnes règles européennes, les différents règlements relatifs aux droits des passagers et la directive dont on a parlé, voyage à forfait. Donc, il ne faut pas changer à cela. Je suis très content du paquet tourisme et transport que la Commission a publié hier, et surtout l'idée de rendre plus attractifs les vouchers. Je trouve que c'est excellent. Je regrette une proposition que le groupe socialiste au Parlement européen avait fait de créer un véritable fonds européen pour soutenir les grandes entreprises de transport, les lignes aériennes. Ce n'est pas inclus dans ce paquet. On continuerait à travailler là-dessus parce que je crois que ce serait une bonne chose pour, d'un côté, protéger les consommateurs et d'autre côté, protéger les millions de salariés qui travaillent pour toutes ces entreprises actives dans le tourisme et dans le transport. Voilà, en bref, nous sommes très attentifs à cette question parce qu'il y a des pays dont 25%, par exemple Chypre, Croatie, Grèce, il y a plus de 20% du PIB qui dépendent de cette industrie du tourisme. Donc, ce n'est pas n'importe quelle industrie et on doit vraiment porter beaucoup d'attention sur ce secteur-là. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de choses ont déjà été faites aussi. Hein. Les aides d'État qui ont été permises. Et là aussi, il faut faire attention qu'il n'y a pas une distorsion. Il y a certaines entreprises de transport qui ont remboursé tous leurs clients, d'autres pas dans d'autres pays. Donc, il faut garder un œil là-dessus. Je voulais faire une dernière remarque concernant les frontières. Beaucoup de questions ont concerné les frontières. Donc, je suis content aussi que la communication et les recommandations et les orientations publiées par la Commission hier, il prévoit aussi une approche commune pour la levée des restrictions aux frontières intérieures de l'Union européenne par étapes et de manière coordonnée et avec des critères très logiques. C'est très bien documenté, donc il faut que maintenant les frontières s'ouvrent. Il y a du mouvement, on a vu en Allemagne hier, donc ça c'est une des premières conditions pour qu'on puisse de nouveau voyager d'une façon normale avec toutes les précautions qui sont aussi prescrites dans ces recommandations de la Commission. Voilà. Un grand merci. C'est terminé? Oui. Ok, un grand merci. Un grand merci, monsieur. J'attends des questions éventuelles. Voilà les questions. Et je suis tout de suite avec une question d'un consommateur. Ce consommateur nous a écrit et se fait des soucis. Il dit, OK, on a bien compris, il faut dans un premier temps, par exemple en Belgique, accepter un voucher de 12 mois, mais quand le consommateur a acheté les tickets, le power of the market était différent et alors les prix des billets vont augmenter. Ce souci le consommateur et il dit en quoi ça c'est faire. Pour lui, c'est pas faire et il demande est-ce que les compagnies aériennes vont être punies entre guillemets d'une certaine manière. Alors sur cette question, sur ce point-là, c'est une excellente question, excellente. Et dans sa recommandation adoptée hier, la Commission y répond. Et elle souhaite en particulier que les conditions que des conditions de service identiques soient garanties aux passagers. Je prends un exemple. J'achète un billet 40 € pour me déplacer de Bruxelles à Genève. Il est annulé, ce billet. Comme passager, je me dis, c'est pas grave, je dois aller là-bas dans 6 mois ou 1 an, j'accepte le voucher. Ce voucher, ce bon d'achat, me permettra d'obtenir de la compagnie qui a issu le billet. Donc, cette compagnie sera obligée de me fournir
une offre de transport au même prix. Même si commercialement, dans un an, peut-être ce sera un peu plus cher. Moi, parce que j'aurai un voucher, je pourrais dire, j'avais un billet 40 € pour Genève, je souhaite l'utiliser pour 40 €. Et ça, c'est le deal du voucher. Sinon, effectivement, le passager est mis dans une situation unfair et il ne va jamais accepter le voucher. C'est pour ça que la Commission demande une clarification. Le principe des bons d'achat, ça doit être gagnant-gagnant pour tout le monde. Et le passager qui accepte ou acceptera un voucher demain ou après-demain doit avoir cette garantie, cette assurance qu'il prend une bonne décision. C'est une décision, une informed decision, hein, on dirait en anglais. Il le fait sur une base claire et raisonnée. Voilà. Très bien pour ces explications, Monsieur Waldner. Et voilà, il y a tout de suite une autre question que je trouve très intéressante pour Monsieur le député européen Angel. Cher Monsieur le député, ne devrions-nous pas insister afin que les compagnies aériennes soient elles aussi obligées d'avoir une assurance contre l'insolvabilité financière? Voilà toute la question. Comment c'est? Il y a cette assurance pour les voyages à forfait, mais pour l'instant, il n'y a pas encore une telle assurance pour les vols secs. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, dans la communication hier de la Commission, ils ont proposé la protection contre cette insolvabilité. Donc, je crois que ça, c'est déjà une bonne chose. Pour le reste, l'insolvabilité, c'est pour ça qu'on a l'idée de ce fonds, de créer ce fonds européen où maintenant les compagnies aériennes qui n'ont pas assez de liquidités pour pouvoir rembourser ceux qui insistent, qui ne veulent pas des vouchers mais qui veulent du cash, pour que les compagnies puissent profiter de ce fonds européen. Ce serait une idée et j'espère que cette idée sera peut-être un jour acceptée par la Commission. En tout cas, dans mon groupe, ceux qui travaillent là-dessus ne vont pas lâcher et vont continuer à pousser cette idée. Très bien, merci. Je pense justement que c'est une idée depuis longtemps et ça serait bien de trouver une solution. Merci beaucoup. Je voulais encore ajouter ce qui était bien aussi dans cette proposition hier, qu'il est prévu de créer vraiment un mécanisme de crise pour toute l'industrie du tourisme et du transport, parce que nous le savons, c'est un secteur très vulnérable et j'invite vraiment la Commission et les acteurs responsables de travailler sur ce mécanisme de gestion de crise, parce qu'on l'a vu, cette crise-ci, elle est énorme. J'espère qu'il n'y aura pas de crise avec un impact tel que nous le connaissons maintenant, mais certainement il y aura d'autres crises. Donc, je crois que ce mécanisme de gestion de crise pour le secteur du tourisme et du transport est une très bonne chose. Est-ce que je peux ajouter un mot sur cette question des droits des passagers en cas de faillite? Juste pour indiquer que la réglementation des droits des passagers aériens est en cours de révision. Elle est en cours de révision depuis 7 ans d'ailleurs, hein, pour bien montrer que c'est difficile. Et à l'automne dernier, lors de la faillite de Thomas Cook, je me rappelle de discussions au Parlement européen où un certain nombre de parlementaires indiquaient que ça serait effectivement une piste intéressante de compléter les droits des passagers aériens par des dispositions spécifiques, des nouveaux droits, des nouvelles protections en matière de faillite. Donc, très vraisemblablement, une fois qu'on aura un peu digéré ce qui se passe en ce moment, je pense que la prochaine étape, c'est de consolider nos droits des passagers, aériens en particulier, mais pas que, et de définir un certain nombre de principes de base pour protéger le passager en cas de faillite, créer éventuellement des fonds de garantie au niveau national ou au niveau européen. La proposition faite par le groupe socialiste est tout à fait intéressante et elle sera certainement discutée dans les prochains mois. Hein. Très bien. Ça, on aime entendre que les droits des consommateurs soient complétés. Merci beaucoup. Monsieur Waldner, est-ce qu'il y a une courte réponse à une courte question? Est-ce que lorsqu'on a reçu un voucher pour
est-ce qu'on peut quand même choisir, utiliser le voucher pour une autre destination qui est initialement prévue? Bien sûr. Ok, bien sûr. Voilà, ça c'était encore une réponse pour Gianni. Et j'ai encore une question pour Julie. Julie, tu nous as bien expliqué la situation dans les différents États membres par rapport à l'annulation des événements. Mais quelle est la situation au Luxembourg? C'est une question d'une consommatrice. Oui, effectivement, je n'ai pas abordé la question du Luxembourg parce que le Centre européen des consommateurs travaille uniquement au transfrontalier, mais je peux juste préciser qu'au Luxembourg, il n'y a pas eu de règles spécifiques qui a été adoptée à ce sujet-là. Donc, il faudra appliquer les règles du contrat de base et puis une négociation commerciale avec l'organisateur de l'événement. Merci beaucoup. Je peux confirmer la même situation pour l'Allemagne. Peut-être, je ne sais pas, une question peut-être pour M. Angel. La consommatrice demande, savez-vous quand l'aéroport de Luxembourg s'ouvre? Je n'ai pas une boule en verre ici pour regarder dedans, mais j'espère bientôt. On a lu dans des articles que j'ai suivis dans la presse luxembourgeoise qui pensent réouvrir pour le 1er juin. J'espère que ce sera le cas, ce sera important. Voilà. Est-ce que je peux vous laisser parce que je dois aller voter? On a les votes et si je rate les votes, c'est pas une bonne chose parce qu'on vote sur des choses importantes d'ailleurs sur le plan de relance. Merci, j'ai beaucoup appris aussi. Merci à vos experts et merci aux questions intéressantes et merci aux représentants de la commission. C'est pas, je veux vraiment partir maintenant. Bye bye, au revoir. Bye Merci. bye, on vous libère avec beaucoup de. Oui, merci. J'ai beaucoup appris. Merci. Monsieur le député européen. Au revoir. Voilà, au revoir. On vous libère avec beaucoup de plaisir pour aller voter. Voilà, je pense on est aussi arrivé au bout de… Excusez-moi, est-ce que je peux juste peut-être donner un conseil à tous les consommateurs? C'est toujours difficile de lire un texte juridique, mais peut-être que juste la partie de la recommandation qui liste toutes les options sur les vouchers, peut-être que vous aussi, en expliquant les possibilités aux consommateurs, aussi aux agences de voyage, de voir un peu les offres qu'ils peuvent faire, parce que c'est une liste de façons de modeler les vouchers. Donc, il faut regarder toutes les possibilités qu'on a essayé d'envisager de manière à offrir le plus de choix possible aux consommateurs. Et aussi, ça donne aux consommateurs une idée de ce qu'il peut attendre, de ce que la Commission a dit, ce qu'il fallait attendre de la part des opérateurs économiques, de manière à ce que ça soit effectivement une solution gagnante pour les deux parties. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Mentre, encore pour cette précision et de nous recommander justement de lire attentivement la recommandation de la Commission. On l'a mis sur notre site entre-temps. Merci beaucoup. Voilà, on est arrivé à la fin de notre webinaire. Chers participants, chers intervenants, j'aimerais remercier surtout à tous nos intervenants d'avoir accepté de parler aujourd'hui face à ce grand public. Merci beaucoup. Si jamais il y a des participants qui, comme je l'ai dit, n'ont pas trouvé une réponse satisfaisante à leur réponse ou n'ont pas été écoutés, aujourd'hui, je m'en excuse, mais vous avez la possibilité de nous contacter. Julie vous a montré encore une fois les coordonnées. Le Centre européen des consommateurs est là pour vous pour les questions à caractère transfrontalier. Alors, il y a encore une main levée. Je ne sais pas si on peut prendre une toute dernière question courte de Carmen, c'est ça? C'est ça. Une toute dernière courte question de Carmen, s'il vous plaît, Carmen. Ok, alors, j'avais acheté des billets pour voyager en avril, puis j'ai décidé moi-même de ne pas y aller. Mais comme le vol était encore, à ce moment-là, il y avait encore le vol, j'ai décidé de changer le billet. Alors, j'ai payé un supplément parce que c'était plus cher et j'ai même payé pour le changer le billet. Alors, c'était devenu très… Et maintenant, le billet, c'est pour le fin de juillet. Et qu'est-ce qui se passe si on peut pas toujours ne pas voyager en fin juillet. Ok. Et en plus, mon mari,
Mon mari, et parce que moi, je peux y aller, même le pays destination, il accepte seulement le répatriement. C'est-à-dire… Voilà. Carmen, excusez-moi si je vous interromps. Je vois que c'est quand même assez complexe comme question. Je vous propose que vous appelez notre Cédric tout de suite après le webinaire et vous parlez avec lui au téléphone et discuter de votre cas. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, oui. Quel est le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone pour vous, Carmen, et pour tout le monde du CIC Luxembourg, c'est 26 84 64 1. Voilà. Je ne sais pas qui a eu la gentillesse de nous montrer. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, un grand merci à vous tous. Merci d'avoir participé et restez en bonne santé et je dirais à la prochaine. Au revoir. Merci Karine. Merci, M. Breitner. Merci. Au revoir.